Face aux enjeux croissants liés à l'innovation et à la compétitivité du capital humain africain, le recteur de l'Université internationale de Libreville, Berthet et Jean, Jacques-François Mavungu, analyse les défis de l'enseignement supérieur en Afrique et l'implication de la diaspora dans le développement du continent. Professeur Jacques-François Mavungu, bienvenue sur Africa 24. L'Université internationale de Libreville, Berthet et Jean du Gabon a reçu le Grand Prix de l'éducation et de la formation lors de l'édition 2026 des bâtisseurs de l'économie africaine. Quel regard portez-vous sur la valorisation des talents et initiatives de développement sur le continent? Remercier Africa 24 et saluer le dynamisme de cette jeunesse qui montre que le continent bouge, le continent vibre. Et je suis sûr que dans 20 ans, 30 ans, notre continent sera libéré. Et qu'est-ce que ça me fait d'être venu à ce forum? Je pense que toute rencontre a toujours quelque chose de positif. Moi, je n'étais jamais venu à ce genre de manifestation. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai croisé des gens qui appartiennent à d'autres secteurs d'activité, mais dans le fond, nous avons tous les mêmes objectifs, c'est faire avancer notre continent. Parce qu'effectivement, faire avancer l'Afrique ne se passera par divers canaux. Nous recherchons la souveraineté, mais la souveraineté se décline en plusieurs sous-formes de souveraineté. Il y a la souveraineté politique, il y a la souveraineté militaire, il y a la souveraineté sanitaire, il y a la souveraineté informatique, il y a la souveraineté énergétique. Et je pense que ensemble, vraiment ensemble, nous pourrons chacun de nous donner de l'énergie, donner de la force pour que nous puissions mettre en place ces différents types de souveraineté afin de migrer vers la souveraineté globale que nous attendons. Plus de 300 cadres ont été formés en mars 2026 à l'Université internationale de Libreville, Berthet et Jean. L'Afrique dispose-t-elle aujourd'hui des talents et des capacités d'innovation nécessaires pour relever les défis de son développement selon vous? Je pense que nous devons toujours contextualiser les choses, toujours. Les besoins de notre continent sont multiples et divers. Vraiment, et nous ne pouvons pas forcément penser que ce qui se fait aux États-Unis, par exemple, c'est ce qu'il nous faut faire ici. Non, nous avons d'autres chantiers, nous avons d'autres besoins, nous avons d'autres compétences à développer pour faire avancer notre continent. Et les compétences ou les technologies dont vous parlez, moi, je suis tenté de dire oui, nous avons ces technologies. Vous-même, vous êtes des exemples. Vous êtes des exemples patents. Repartons il y a 50 ans derrière. Est-ce que vous étiez capable de tenir un tel dispositif? Non. Mais aujourd'hui, tout est possible. Quand on vient à Abidjan, on remarque cela. Regardez nos banques. Il n'y a plus d'Occidentaux qui tiennent ces banques-là. Ce sont des jeunes Africains qui sont à Ecobank, qui sont... donc, et ce mouvement-là, on peut l'observer à Dakar, on peut l'observer à N'Djamena, on peut l'observer vraiment dans tous nos pays. Cela veut dire que les choses avancent, mais ça avance peut-être bien, parce qu'il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Nous allons travailler, nous allons continuer à travailler, à acquérir les technologies dont on a besoin, afin de migrer vers, une fois encore, le développement de notre continent. Donc, les étudiants qui sortent de nos universités, s'ils sont bien orientés, s'ils sont bien formés, s'ils sont formés de façon objective, je pense que nous allons voir dans 10, 15 ans les choses bouger. Comme je le disais tout à l'heure,
Vous-même, vous êtes là des exemples patents, parce que ces genres de médias-là, ce n'était pas tenu par des jeunes Africains. Et aujourd'hui, c'est vous qui pilotez ces dispositifs. Comment mieux connecter les universités, les centres de recherche et le secteur privé pour stimuler le développement du continent? Oui, là encore, moi je ne désespère pas, puisque en fait, il faut comprendre que nous, on avait le système de formation qu'on a eu à adopter ou à calquer, je dirais même photocopier. C'est un système français. Le système français, c'est celui qu'on a déployé dans nos pays. Et aujourd'hui, nous remarquons que ce système présente beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses. Moi-même, j'ai été formé en France. Mais lorsque nous sommes rentrés au pays, on a constaté que nous avons beaucoup de manquements. C'est ici, à Fouet-Souet-Boigny, que je viens de renforcer mes capacités. C'est au Cameroun, à Yaoundé, que je vais renforcer mes capacités pour apprendre à travailler. En fait, tous les concepts que nous développons aujourd'hui là, mais dans le monde anglo-saxon, ça existe depuis fort longtemps. Le lien entre le monde de l'entreprise et l'université est établi depuis des millénaires dans les pays anglophones. Vous voyez le Nigeria. Allez-y au Nigeria. Est-ce que le Nigeria se comporte comme nos pays francophones? Non. Allez-y au Ghana à côté. Donc, en fait, c'est un système qu'on a adopté, qu'on a, entre guillemets, même adulé, mais dont nous constatons aujourd'hui les faiblesses, les manquements. Alors, nous sommes en train maintenant de faire un mix, c'est-à-dire prendre ce qui est maintenant le système anglo-saxon et garder ce qu'on a à garder dans le système francophone pour finalement bâtir notre système de formation tout pour tenir compte de notre contexte. Les universités aujourd'hui, je vais à Fouet-Souet-Boigny là, ils ont des incubateurs, ils ont pris langue avec les entreprises. Je suis allé à San Pedro récemment là aussi, le port autonome de San Pedro est très impliqué à l'université de San Pedro. Je vois l'université Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est ouverte sur le monde des entreprises. Aujourd'hui, dans la plupart de nos universités, nous faisons intervenir le monde professionnel. C'est un frémissement, c'est un début, mais je pense que ça va se déployer, ça va s'améliorer dans le temps et dans le futur. C'est un système que nous apprenons à connaître. C'est un système que nous sommes en train d'adopter, mais une fois, lorsque tout sera compris, tous les mécanismes seront développés, ça va s'améliorer forcément. Quelle politique publique pourrait favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs africains? Les États africains investissent-ils suffisamment dans la recherche et le développement? Bon, la recherche, comme vous le dites, c'est un domaine qui coûte assez cher, mais très, très, très cher. Vraiment très cher. Et nos pays, nous avons encore beaucoup de problèmes de base. Beaucoup de problèmes de base. C'est-à-dire que le matin, on réfléchit comment manger à midi. Le soir, on s'inquiète s'il y aura peut-être des coupures d'électricité. Bref, nous avons ce genre de problèmes encore. Mais il serait donc difficile d'exiger au pouvoir public de mettre tous les moyens financiers dans la recherche. Vraiment, je vais être juste avec moi-même parce que les besoins dans nos pays, besoin des hôpitaux, des écoles primaires, les familles, bref. Mais je pense que c'est en faisant ensemble, en mutualisant les efforts. Par exemple, je vois ici en Côte d'Ivoire, nous avons le CNRA, qui est un centre assez bien. Nous avons le centre suisse, qui est aussi un centre bien. Mais nous avons l'université Nangui Abrogroa, qui est aussi une bonne université. Nous avons l'université Fouet-Souet-Boigny. Ces structures-là se retrouvent dans la même ville. Alors, pourquoi voudrez-vous avoir les mêmes plateformes de recherche dans les différentes structures que je viens de citer?
il serait bien de s'asseoir ensemble, puisque en fait tout le monde se connaît. On s'assoit, on discute. De quoi s'agit-il? Nous voulons travailler sur quoi? Quelles recherches voulons-nous maintenant, actuellement? Nous voulons travailler sur les intrants, sur les biointrants, par exemple, du manioc. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ces biointrants? Eh bien, il nous faudra de la chimie, il nous faudra de la biologie moléculaire, il faudra... Alors, comment est-ce qu'on va faire? Nous allons dire, on va faire un laboratoire de chimie, mais un vrai laboratoire de chimie, par exemple à Nangui Abrogoua. Je prends un exemple, hein? Nangui Abrogoua. On prend un laboratoire de biologie moléculaire, on le met à Fils-Fouet-Bani, et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous avons des plateformes communes qui vont servir tout le monde, pour toutes les universités et grandes écoles, et ce qui fait qu'on aura mutualisé, on aura diversifié nos plateformes et nous avancerons mieux. Le problème aussi, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Enfin, je m'interroge. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Parce que nous attendons des budgets d'un même bailleur, qui est donc le pouvoir public, donc l'État. Mais est-ce que l'État est capable d'acheter le même matériel pour 5, 6, 7 établissements? Ça a fait du gâchis. Donc, il est mieux qu'on aille vers la mutualisation, qu'on puisse développer des stratégies qui vont faire en sorte que nous puissions travailler sereinement. Nous sommes conscients que la recherche coûte cher, alors, derrière, qu'est-ce que nous faisons pour contrôler cette difficulté-là? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Donc, les pouvoirs publics, moi, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent faire, peut-être pas assez comme on le souhaiterait, mais c'est parce qu'il y a aussi d'autres contraintes par ailleurs. C'est le même État, mais qui doit se décliner en divers départements ministériels qui s'occupent des divers problèmes. Vous voyez bien que ce n'est pas toujours aisé, mais c'est à nous aussi, derrière, de mettre en place des stratégies nécessaires afin de contourner les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Comment retenir les talents africains face à la concurrence internationale et à la fuite des cerveaux? Comment valoriser davantage les talents locaux dans les domaines de la technologie, de l'industrie, de l'agriculture et des services? Vous savez, dans tout ce que nous faisons dans la vie, il faut d'abord avoir des convictions. La conviction. Vous avez entendu le collègue marocain qui a fini son doctorat à Marseille. On lui pose la question s'il va aller au Canada, en France ou ailleurs. Il a choisi de rentrer chez lui. Il a choisi de rentrer chez lui. Je ne pense pas qu'il était assez riche. Non, mais parce qu'il a pensé d'abord à son pays. Il a dit qu'il préfère rentrer au pays parce que là-bas, tout est à construire. Ailleurs, c'est de la maintenance. Et c'est ce que nous voyons. Quand nous partons, par exemple, chez nous en France, vous voyez bien qu'on n'a pas beaucoup besoin de nous, comme nous sommes utiles ici. Donc il y a d'abord ce sens sacrificiel. Je suis né à Abidjan, j'ai bénéficié de toutes les énergies de la Côte d'Ivoire, je suis allé étudier, je dois repartir en Côte d'Ivoire pour apporter ma contribution. Ça doit partir du fond du cœur, c'est le cœur qui doit parler en fait. Parce qu'en définitive, c'est vrai, nous allons avoir le jambon, on va avoir le yaourt, on va avoir tout ce qu'on peut avoir, toutes les facilités du monde. Mais aujourd'hui, on peut faire le point par rapport à tous les collègues qui étaient restés de l'autre côté, après nos doctorats, et nous qui avons pris des risques, entre guillemets, de rentrer. Aujourd'hui, quand on va à Paris, ce sont les mêmes qui viennent maintenant nous prendre les sacs à l'aéroport. Vous comprenez bien que c'est un problème de choix, c'est un problème de conviction, et encourager les jeunes, oui, les jeunes doivent aller acquérir les compétences, doivent apprendre à développer la technologie, mais il faut qu'ils reviennent ici, sans condition, qu'ils reviennent, qu'ils s'installent, qu'ils s'imposent, qu'ils travaillent et qu'ils contribuent à l'avancée des nations. On ne va pas aller les chercher, bon, venez, vous avez tel contrat. Non, il faut qu'ils reviennent parce que c'est ici chez eux. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. L'Afrique dont on parle, c'est ici. Il serait
moi je trouve ça quand même assez difficile de voir que des jeunes qui sont compétents, mais qui restent par exemple à Paris, sont là, bon, et qui passent le temps à critiquer. Tous les soirs, ils sont ils critiquent. Le match, un match de football, ne se joue pas dans les gradins. Le match de football se joue sur la pelouse. Vous descendez sur la pelouse, mettez les bottines, jouez. Jouez et faites gagner votre équipe. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc les jeunes, moi personnellement, je n'irai pas les chercher, je n'irai pas les encourager de rentrer, je leur vais dire de revenir parce que vous avez une dette morale avec notre pays, avec notre continent. Vous avez le devoir de venir aider ce continent. Vous avez vraiment, c'est une dette que vous devez payer, sinon vous le payerez autrement de l'autre côté. Professeur Mavungu, Jacques-François, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.